on devait parler des MOOC. Oui. Alors, je donne la définition d'un MOOC. Oh, tu peux. T'en fais toi des MOOC? J'en ai suivi. Le premier, j'ai suivi en 2008. On était à peu près 2000. Alors, un MOOC, c'est Massive Online Open Course. C'est des cours massivement ouverts en ligne, des cours gratuits auxquels on peut accéder sur le web. Voilà. Donc, ça existe depuis un bout de temps. Donc, j'ai suivi le premier en 2008 qui était c'est des Canadiens anglophones qui travaillaient, qui avaient ouvert un MOOC sur le connectivisme. C'était Stephen Downes et George Siemens qui préparaient ce MOOC. Justement, expliquer c'est quoi le connectivisme. L'idée, c'est on met des contenus sur Internet. Le web est intelligent. La théorie du connectivisme, c'est le web est intelligent. Le web a tous les contenus, donc on peut accéder à un ensemble de contenus. Et la communauté, sous l'impulsion de quelques gens, on va donner des points d'impulsion et la communauté va permettre d'apprendre. C'était l'origine, le concept, et en disant que c'est une nouvelle façon d'enseigner, c'est une nouvelle façon surtout d'apprendre, parce que tous les contenus sont transmis, mais la communauté va nous obliger, va nous aider, va nous guider, etc. etc. Donc ça c'était le truc de départ. Et l'année dernière, donc été 2012, il y a un truc qui s'est produit, il y a une société américaine qui s'est montée, qui s'appelle Coursera, qui a mis en place une plateforme de MOOC. Et là, on a un peu dérivé du concept initial du MOOC, participatif, collaboratif, connectiviste, où chacun amène son savoir, chacun amène ses compétences, chacun amène sa culture, ses idées. On est passé à un produit marketing qui n'a plus rien à voir, quelle que soit la qualité du produit, en l'occurrence des contenus pédagogiques. On est passé sur une démarche marketing où on valorise une marque mondiale. Qui s'appelle Coursera. Je suis bavard. Ouais, non. Et donc on valorise on refait l'historique. On valorise une marque mondiale en disant voilà la stratégie marketing, j'ouvre des MOOC où je peux avoir, je crois que le plus gros qu'ils ont eu c'est 300 000 inscrits. Et en quelques mois, ça fait beaucoup de buzz parce qu'en quelques mois, ils se sont retrouvés avec 3 millions d'inscrits à ce système-là. Quand vous allez sur coursera.org, vous verrez le nombre d'inscrits, c'est la première chose qui est affichée. Donc ça fait beaucoup de buzz. Ça fait d'autant plus de buzz que ils ont levé des fonds, c'est des dizaines de millions de dollars qui ont été levés. Donc ça c'est dans le système américain. Mais là ce qui est important comme chose, et la stratégie pour en revenir à eux, c'est on va prendre des cours d'excellence qu'on va ouvrir à tout le monde. Et c'est là où on dérive du système initial, où on essaie sur du coopératif, du connectiviste. Là, on retombe sur quelque chose qui est beaucoup plus transmissif, qui est beaucoup plus élitiste, en disant, voilà, j'ai sélectionné, parce qu'il y a aussi cette notion d'éditorialisation, de sélection des contenus, les meilleurs cours dans un domaine, intelligence artificielle, architecture d'information, etc., etc. Et j'ai mis à disposition gratuitement avec des noms de prestige, d'universités de prestige. Le cours est toujours gratuit, le cours est toujours accessible en ligne. Et qu'est-ce qui finance ce système ? C'est à la fin, j'ai un petit certificat comme quoi j'ai suivi le cours. Pour l'instant, c'est le modèle qui est proposé. Donc là, il y a une grosse dérive du modèle initial, mais ça a aussi eu un gros impact dans nos communautés éducatives, à tous les domaines. Toi, tu es plutôt enseignant, à l'université, dans la formation continue. Donc ça a eu des impacts sur le modèle proposé. C'est-à-dire, on casse, c'est en ça que moi je trouve ça intéressant, on casse le modèle relation prof-étudiant en présentiel. On casse le modèle synchrone dans une salle de classe. On casse les conceptions, faut que ma communauté d'apprenants soit autour de moi. Donc ça... Il faut que tu parles dans le micro, je crois, parce que c'est compliqué le son ici. Non, je vais te laisser un peu parler, j'ai mon café qui se refroidit. Oui, je disais, ça casse aussi le concept dans l'e-learning de je gère ma communauté complète et je peux valider ma communauté. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus large que simplement un cours en ligne simplement dédié à un nombre d'étudiants ciblés et très très facilement identifiés. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est que du coup on a un public énorme qui peut y accéder et différent. Et une autre chose aussi importante, ça propose un nouveau modèle économique aux enseignants. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de passer par un éditeur pour vendre des contenus, je ne suis pas obligé de faire mes contenus dans une institution. J'ai sur un certain pourcentage des étudiants dans le monde la possibilité de vendre une partie de mes cours et aux gens qui seraient intéressés.
c'est quand même, moi je pense que ça ouvre un nouveau marché de l'éducation. J'aime bien le mot marché et j'aime bien le mot marketing. Coursera pour moi c'est une démarche marketing dans ce domaine-là. Ça ouvre aussi un nouveau métier. Parce que nous on a réalisé un MOOC où on a été le coach ou le modérateur. Enfin, c'est un nouveau métier. Ça s'appelait comment ton MOOC? Résop, les réseaux sociaux comme outil pédagogique. Donc voilà, c'était à destination des enseignants. Et là, on a vu que en fait, l'enseignant qui pourrait en faire une plateforme de communication ou de marketing, de vente, et son rôle change du tout au tout. Parce qu'en fait, on ne peut pas modérer, on ne peut pas travailler avec 5000 élèves comme on travaille avec 20 élèves en e-learning. Voilà. Et donc, ça ouvre le champ à d'autres métiers dans le cadre de la formation. Je pense entre autres au community manager. On a manqué, nous, personnellement, d'un vrai community manager pour gérer en fait toute la structure des apprenants autour du MOOC. Voilà. D'accord. Toi, tu étais dans un modèle plutôt transmissif ou dans un modèle plutôt connectiviste? C'était connectiviste. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Il y a moins de choses à mettre en place. Non, il y a moins de choses à mettre en place. Donc en termes techniques, tu mets un espace à disposition, tu organises les choses, tu trouves des intervenants, des contenus, tu bonifies, tu montres des contenus, tu promotionnes des contenus autres. Donc c'est très facile. Mais là où ça devient très difficile, et c'est là où on parlera tout à l'heure peut-être du taux d'échec ou du taux d'abandon, mais c'est qu'il y a un nouveau type de modération qu'il y a lieu de faire. Modération qu'on retrouvait dans les forums ouverts. On a notre lot de trolls, notre lot de mauvais apprenants, notre lot de gens qui tirent en avant trop loin. Voilà, la cible est tellement multiple et tellement ouverte qu'on se retrouve avec... Là où dans l'e-learning on a un public ciblé parce qu'on peut faire peut-être une évaluation au départ et on a un public très clair, là on se retrouve avec un public qui hétérogène, avec pas les mêmes attentes. Impalpable, on va même dire. Pour certaines choses, c'est totalement impalpable. Voilà. Donc là, c'est l'ouverture amène une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon des nouveaux métiers, une nouvelle façon de gérer la communauté. Il y a une dimension aussi importante. Alors, quand on fait un MOOC expérimental one shot une seule fois, c'est peut-être pas important, mais à terme, ça ouvre aussi une nouvelle question sur la visibilité. C'est-à-dire que sur Internet, quelques chiffres, 95% de la navigation sur Internet se fait sur 0,06% des contenus. 60% des contenus sur Internet ne sont jamais consultés. Donc ne sont consultés, ne sont visibles. Et les algorithmes aussi de YouTube, des moteurs de recherche poussent à ça. Ce qui est visible, c'est ce qui est utilisé. Et donc ce qui est lisible dans les moteurs de recherche, ce qui sera lisible dans les communautés sur Internet, pour rendre son MOOC lisible, il faudra avoir cette démarche de visibilité, de le rendre accessible, de le rendre visible, de le faire connaître. Sinon, si on ouvrait un MOOC pour 3 personnes, c'est l'enseignement à distance classique tel qu'on le connaît. Et donc, il y a cette nouvelle notion de visibilité. Comment tu as fait connaître ton MOOC? Comment les gens sont venus à toi? Parce que tu étais un des premiers. Le jour où il y aura un catalogue de 10 000 MOOC, il va falloir travailler cette notion de visibilité. Et là où ils ont fait fort, les Coursera et compagnie, là, c'est que eux tout de suite ils ont réussi à imposer une marque mondiale et avoir une visibilité. Alors même si le catalogue au départ maintenant il est mieux, mais au départ il n'était pas terrible, c'est de travailler sur ce paramètre marketing qui est la visibilité. Donc d'ailleurs la question c'est comment toi tu as géré ça pour te faire connaître? On était connus au départ et puis notre propos c'était de cibler une population particulière, c'était les enseignants qui sont déjà un public qui par défaut... Pas spécialement belge, enseignant francophone. Voilà. Et alors il y avait un deuxième contexte qui a été en même temps une épine dans le pied, c'était que on se basait sur les réseaux sociaux. Nous, l'objet d'apprentissage, c'était les réseaux sociaux. Et c'était aussi la finalité de notre apprentissage et l'outil qu'on allait utiliser. Donc on a utilisé les réseaux sociaux pour créer le MOOC et faire tout le flux tendu du MOOC. L'objet de l'apprentissage, c'était le MOOC. Et l'activité pédagogique qu'on voulait... c'était les réseaux sociaux, pardon. Et l'activité pédagogique qu'on voulait mettre en œuvre, c'était à propos des réseaux sociaux. Donc on tournait sur une thématique qui est touchy avec les enseignants. On sait que les réseaux sociaux, ça reste quand même quelque chose qui est un peu difficile dans certains cadres. Donc dès qu'on a dit on ouvre un MOOC sur les réseaux sociaux, dans le cadre de l'utilisation pédagogique, bien entendu,
voilà, on n'a pas dû faire beaucoup de publicité. On sait faire de la pub, on travaille bien avec Twitter, on travaille bien. Pour ceux qui ne savent pas faire, comment il faut faire? Comment tu as fait toi? Un peu de démagogie comme toujours, hein. Tu sais bien, on n'est pas, voilà, non, sérieusement, de la communication web. En fait, c'est quelle est ta cible? C'est ça le truc. Par défaut, nous cherchions à avoir des gens qui avaient une cible multiple, des débutants, pur jus, et puis des gens qui avaient déjà une bonne base. Et donc les gens qui avaient une bonne base, ils sont arrivés via les médias sociaux par défaut, déjà par Twitter, et ils avaient eux l'intérêt d'avoir l'apprentissage de l'objet pédagogique. Donc comment utiliser vraiment les réseaux sociaux dans le cadre pédagogique. Et puis il y avait tous ceux qui voulaient débarrer sur Facebook. On avait estampillé Facebook et Google+. Et ceux-là, on les a eus par le bouche à oreille, par les mailing lists, par je vais dire le bruit de la communauté qui nous entoure au jour le jour. Une bonne communauté, et automatiquement, tu as des bons clients. Et tu as eu combien de personnes qui ont suivi alors qui se sont inscrits et qui ont suivi, qui sont allés au bout? En gros, on a eu quelque chose comme 500 inscrits au total. Alors là, par contre, des débutants, des gens qui ont débuté, il y en a 300 et quelques, 340. Et des gens qui finissent, au final, il y en a 10%. Donc une trentaine. Oui. Voilà. Et avec des expériences multiples, puisqu'on était sur un MOOC connectiviste. Donc, ils n'ont pas tous fait toutes les activités proposées, ils n'ont pas tous participé à toutes les semaines. Enfin voilà. Et sur l'enquête finale, on a un retour de 10%. Et donc là, tu n'as pas fait de formule payante. Et à ton avis, il y en aura combien qui auraient eu le potentiel, l'envie de payer? Écoute, c'est un peu difficile parce qu'en fait le contexte commercial peut t'amener du monde en plus parce que tu as un certain sérieux. C'est toujours le problème des produits gratuits. Hein, tu fais quelque chose gratuitement, nous on fait beaucoup de choses gratuitement. À quel point est-ce que c'est sérieux? Parce que c'est gratuit. Voilà. Alors il y a la réputation au fur et à mesure du travail que l'on fait. C'est gratuit parce que c'est financé pour nous, donc il n'y avait pas de souci. Maintenant, une formule payante, si elle donnait une certification, si elle avait quelque chose au final qui avait une plus-value, qui pouvait être valorisée par l'enseignant dans son cours, dans sa classe et autres, je pense qu'on aurait pu faire le même chiffre plus ou moins. Ici, c'était pas le but. On était là pour co-apprendre ensemble comment utiliser les réseaux sociaux, Facebook et Google+, comme outil pédagogique. Donc, le but n'était pas là. Co-apprendre, qu'est-ce que tu as co-appris? Gérer les trolls. Déjà gérer les trolls. Il se reconnaîtra. Hein. Ses oreilles ont dû siffler depuis le début de Ludovia. Mais en fait, co-apprendre, c'est dans le job de modérateur que nous avions, on a appris des choses. On a appris des choses et sur l'usage des réseaux sociaux comme outil pédagogique, parce que les apprenants nous ont amené des choses très intéressantes. Et puis on a appris sur le métier de modération de ce type de choses. Et les apprenants, eux, comme c'est un MOOC connectiviste, ils échangent les choses que eux connaissent. Et donc c'est un petit peu comme venir à Ludovia. C'est une chose qu'il faut faire. Hein. Et se retrouver entre les gens qui sont ici, c'est plutôt un grand barnum d'échanges, de bonnes pratiques et de choses. Finalement, les conférences et les tables rondes, elles sont là pour enjoliver les choses, mais finalement, si on nous laissait faire un MOOC présentiel en plein air ici, on en apprendrait autant. Et donc, la chose, c'est que utilisant les réseaux sociaux comme moteur et comme outil final, on a vraiment pu créer un flux tendu d'informations qui a pu être revalidé, revérifié via les likes, via les commentaires, et qui a fait que on a une bonne base, en fait. On a une cartographie du monde. Une cartographie de l'apprentissage des réseaux sociaux avec les MOOC. Voilà. Tu me parlais qu'il y a eu des likes, des machins, des trucs comme ça. Quand tu as utilisé des outils comme les réseaux sociaux, en fait, les statistiques, elles sont que partielles. C'est-à-dire que sur l'événement, tu n'as pas une vue globale, du coup, il n'y a pas de tableau de bord. C'est pas évident de suivre un intervenant, avoir une vue détaillée sur tout ce qu'il a fait. Il n'y a que l'intervenant, en fait, qui l'a. Celui qui crée le MOOC, celui qui l'anime, tout ça, c'est difficile en utilisant ces outils-là d'avoir une vision. Je t'ai dit, on s'est mis une épine dans le pied. On a utilisé l'outil réseau social comme outil d'apprentissage, comme finalité et comme moyen d'apprentissage. À refaire, on ne le ferait pas. À refaire, on prendrait. À l'époque où on l'a fait, les plateformes en ligne n'étaient pas à ce
point abouti. Donc il y avait des outils qui existaient, mais c'était pas voilà. Mais à refaire, on partirait sur une plateforme établie, même si le propos ce serait quand même les réseaux sociaux. Hein. Au moins pour gérer l'activité pédagogique, ce retour-là, le suivi. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important, indispensable. Donc on parlait sur le faible pourcentage de personnes qui arrivent au bout. À ton avis, alors ça c'est assez systématique, hein, même dans le modèle Coursera, c'est 3-5% des gens qui vont au bout, c'est peut-être encore moins qui payent. Mais sur la masse, c'est ça qui fait le chiffre d'affaires. À ton avis, dans ton cas, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas jusqu'au bout? Est-ce que c'est l'absence de mentorat? Est-ce que c'est l'absence de tutorat? Est-ce que c'est l'absence de rendez-vous synchrone, de référents, de community manager? On a fait des rendez-vous synchrones. On a essayé de faire un tutorat et une modération active. Quand on s'engage dans un cours, donc il y a aussi le timing. On avait choisi 4 semaines. 4 semaines, c'est court. C'était bien pour ce que l'on voulait faire, mais en même temps, ça ne te permet pas de t'engager dans une démarche très longue. C'est une question de temps. Pour la plupart, dans les retours, parce qu'on a fait une enquête finale, et les retours, c'est, bah oui, c'était très sympathique. J'ai participé à 1, 2, 3, 4 semaines des fois. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été au bout de l'apprentissage? Parce qu'on a des retours comme ça aussi. Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas pris le temps, ou je ne me suis pas investi de la manière nécessaire. Alors, c'était une première expérience, on avait calibré ça sur 4 semaines, très défini. À refaire, on le ferait peut-être plus comme ça, parce qu'on a vu aussi quelles étaient les réactions. Mais je pense que l'écueil principal, c'est dans le chef des gens qui sont venus dans ce MOOC-là, particulièrement, c'était le deuxième MOOC existant. Donc il y a eu Itipia au départ, et puis il y a eu Resop, qui a été moins suivi, parce que francophone belge, donc avec une communauté plus petite aussi. Ben, on a eu des Français, on a eu des Suisses et des Québécois, hein, c'est pas le souci. Ce qu'il y a, c'est que ceux qui avaient raté Itipia ont voulu tester quelque chose d'autre. Alors il y en a 2 ou 3 qui se sont ouverts dans la foulée, où on a retrouvé les mêmes personnes qui... Voilà. Et donc ça, c'est de l'investissement. Il y a ce côté investissement. Puis à un moment donné, on ne signe pas de contrat dans un MOOC. Et donc, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat pédagogique. Et donc, tu arrives quand tu veux et tu pars quand tu veux, en fonction des desiderata des personnes. Si ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchaient, ils nous quittent. Si en cours de route ils arrivent, ils doivent rattraper leur retard. Donc voilà, c'est ça qui fait que c'est très fluctuant, et qu'au final, pour évaluer le taux de réussite, c'est même pas très intéressant d'évaluer le taux de réussite. Il faudrait plutôt évaluer le taux de participation à chaque atelier, à chaque... voilà, c'est parce que Coursera fait des certifications. Nous, dans notre cas, on aurait très bien pu dire, par exemple, sur le côté législation, on a été très très bien suivi. Et ça, on sait le voir avec les stats des chaînes YouTube, avec les likes sur les conversations de Didier Gobert, qui était notre expert. Là, on a vraiment quelque chose. Voilà, ça a marché. Voilà. Et même après, on a une longue traîne sur ces vidéos-là qui est plus importante que sur les autres. Donc, voilà, c'est... Comme au final, on doit quand même donner des statistiques. Hein, on a aussi des comptes à rendre. Voilà, 10%, c'est ce qu'on a fait. Et pour moi, il y a une notion qui est super importante pour, si tu veux renouveler l'expérience, si tu veux perdurer, que le système résiste au temps, c'est le plaisir que les gens y ont à apprendre et le plaisir que les gens ont à enseigner. Et quels sont les domaines où tu as trouvé de la satisfaction et les domaines qui t'ont le plus frustré? Satisfaction. Bon, alors, c'est la même chose que pour les plateformes d'e-learning. Tu retrouves des profils assez différents dans les participants. Et chacun vient chercher et prendre, enfin, vient chercher et amène des choses différentes. Tu as le profil du troll, hein, on est d'accord. Tu as le profil du geek qui amène tout plein d'informations et jusqu'à noyer totalement le débutant, le newbie. Et donc, la satisfaction pour le newbie, c'est de pouvoir débrider un petit peu et de faire un peu, de passer les poussières dans tout quelque chose qui pour lui paraît très obscur au départ. Pour l'expert, c'est d'avoir pu coacher et de s'être mis en avant par rapport au coach d'autres personnes. Le troll, bon. Et voilà, donc en termes de satisfaction, les gens qui viennent dans un MOOC ont une
c'est par rapport à leur contrat moral d'apprentissage qu'ils doivent se faire. Au début la première semaine, on leur a demandé de faire un SWOT sur leur peur par rapport au MOOC en particulier et à l'outil réseau social. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était ça qui allait sous-tendre tout l'apprentissage de ces personnes. Donc, par rapport à ça, on a pu dire, j'ai pu résoudre certaines des questions que je me posais par rapport à ce SWOT du début. Donc, la satisfaction pour les participants, c'est d'arriver à passer outre tous les freins qui sont... voilà. Et toi, personnellement? Moi, personnellement, j'ai été très frustré. Très frustré parce qu'en fait, faire un MOOC, c'est 4... Avec toi, j'ai l'impression que tu as gardé que les mauvaises parties. Ah non, il y en a eu des bonnes. Maintenant, au jour le jour, c'est une équipe de 4 personnes qui a bossé tous les jours à fond pendant 4 semaines. Donc c'est un rush. Donc ça crée aussi des tensions parce qu'on n'est pas tous d'accord sur... c'est un métier qui s'apprend, modérateur de MOOC. Hein. Est-ce qu'on ne ferait pas un MOOC sur la modération de MOOC, tu vois, c'est pour plus sérieusement, mais c'est un métier qui s'apprend, donc il y a quand même des subtilités dans la communication qu'il faut avoir et on n'est pas toujours tous d'accord. Il y a l'orientation aussi, les activités, la manière de gérer les plannings, la manière de gérer, et donc c'est très très difficile pour une équipe qui démarre et qui prend pour la première fois sans avoir un support qui est un support professionnel comme on peut le trouver dans Coursera ou edX et d'autres. C'est très très difficile de réussir. Voilà. Sérieusement, c'est à refaire. Maintenant, avec l'expérience, on prendrait des rôles bien ciblés. Chaque personne aurait un rôle très particulier. Toute la matière serait préalablement travaillée et on utiliserait une plateforme plus en adéquation, parce que le problème c'était ça, c'est la plateforme en adéquation. Donc je suis pas frustré, mais voilà. Je me dis qu'à faire, on le referait pas comme ça. J'ai une dernière question, à ta vision sur l'avenir des MOOC. Je te donnerai la mienne après. Alors, une fois que ce ne sera plus buzz, on pourra commencer à en parler réellement. Hein, non, plus sérieusement, l'apprentissage tout au long de la vie, ça permet... je vais me placer hors université, puisque je sais que toi tu es université, moi je suis plutôt sur formation continue. Que ce soit des enseignants, puis c'est la formation continue des enseignants, mais ça peut être des apprenants. Le MOOC en lui-même peut être... l'équivalent du site du zéro, mais version collaborative, version co-apprentissage. Si on prend le site du zéro, c'est de l'e-learning accessible, un peu comme un MOOC. La seule chose qui n'est pas MOOC dans le... Je prends le site du zéro, mais ça aurait pu être n'importe quel autre site de tutoriel. Hein, c'est cette possibilité de co-apprendre, de travailler ensemble à un moment donné sur et d'échanger, de partager un moment synchrone. Et donc là, je pense que à terme, pour la formation des adultes tout au long de la vie, le fait d'avoir des outils comme cela pourrait permettre vraiment d'arriver à quelque chose de très intéressant. Parce qu'on est désynchronisé par rapport à certaines choses. Tu le sais, il y a certains MOOC qui peuvent commencer à n'importe quel moment. Hein. J'ai suivi un MOOC sur l'algorithmie. Voilà. Et en fait, il commence toutes les semaines. Et tu es en semaine 1 avec les gens de la semaine 1, en semaine 2 avec les gens de la semaine 2, et ainsi de suite. Et donc, si même tu rates une semaine, tu récupères le groupe suivant. Et là, il y a vraiment une plus-value énorme. C'est de pouvoir avancer à ta vitesse sur un cours avec une valeur ajoutée énorme, avec un background aussi qui se fait, parce qu'il y a tout cet amas de choses qui se collectionnent et se met. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et en termes de formation professionnelle, c'est un plus indéniable. Maintenant, il y a la commercialisation de la chose. Comme il y a eu la commercialisation de l'e-learning et des formations sur étagère, il y aura des MOOC sur étagère. Je vais dire que en termes d'apprentissage, celui qui va réussir son apprentissage dans un MOOC, enfin en termes de positionnement, celui qui va réussir son apprentissage dans un MOOC, c'est quelqu'un qui aura bien défini dès le départ d'où il part et où il veut aller, et qui aura pris conscience de la motivation qu'il faut avoir du début à la fin. Voilà, de l'application à avoir du début à la fin. C'est vraiment quelque chose de très très important. Mais on le voit dans les formations universitaires à distance, on le voit dans plein d'autres choses. C'est pas différent. Simplement, je pense que pour la formation continue, c'est une plus-value énorme. Voilà. Alors,
je partage tout à fait ton avis et je pense qu'à long terme, l'impact que ça va avoir, ça change l'impact du diplôme. C'est-à-dire que avec le monde qui se complexifie, l'accélération des savoirs, des contenus, etc., on a besoin d'acquérir des compétences de plus en plus vite et des compétences parcellaires sur un domaine de technologie, nouvelle techno qui sort, enfin bon bref. Ça existait avant. Nous à l'université on avait des petits bouts de diplôme, enfin on appelle ça un DU, un diplôme d'université sur des choses ponctuelles. Et quelque chose qui n'est pas facile à monter, il faut un certain temps, il faut 6 mois, 1 an avant de monter, etc. Là ça met en forme un nouveau format d'enseignement et de validation de compétences. Et je pense que la modification de cette mode-là qui est actuellement, ce qui va en rester à long terme, ça sera ça. C'est-à-dire on pourra, entre guillemets, acheter un petit bout de compétences qu'on aura acquises. Ça remet en question aussi certains types d'évaluation. Alors là aussi, là, le décor qui s'effondre là les gars. Il y a du vent, on fait tout casser la baraque. Ça va, ça tient ? On travaille dans des conditions, Ludovia. Donc j'en étais sur la modification du schéma. Évidemment, les diplômes vont encore perdurer pendant un certain moment, mais ça ne sera pas le seul modèle possible pour les étudiants, pour la formation continue, pour les gens qui veulent changer de branche, etc. Et donc, dans le monde anglo-saxon, on le connaît avec les certifications, les certifications Cisco et autres. On en est déjà, ça a une certaine valeur qui va perdurer et qui va être augmentée grâce aux certificats disponibles dans un MOOC, oui. Bon, avant que tout s'effondre, c'était une intervention de Sébastien et de Christophe en direct de Ludovia.